Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et ça y est, on a enfin le calendrier officiel de Formule 1 2023 depuis le temps qu'on en parle. Il n'y a pas vraiment de surprise et ce n'est pas forcément une bonne chose. La F1 continue sur sa lancée. C'est également le calendrier que je vous avais montré la semaine dernière, mais il a été rendu officiel cette semaine par la FIA. On va en reparler un petit peu d'ailleurs parce que la façon dont ça a été fait, pour vous teaser un petit peu, les écuries n'étaient pas prévenues, tout simplement, alors qu'elles sont censées le valider. En tout cas, on est bien sur un calendrier à 24 courses, toujours plus de Grands Prix. Ça va de début mars à fin novembre, donc ça va être extrêmement resserré. Il va y avoir des Grands Prix dans tous les sens. 24 courses, c'est bien évidemment un record dans l'histoire de la Formule 1, mais vous le voyez avec ce graphique, ça continue d'augmenter sans jamais s'arrêter. On sait que la limite avait été fixée à 25. C'est déjà de toute façon beaucoup trop, mais on se demande là maintenant si on pourrait même pas éclater ce plafond de verre. Chacun aura son avis sur la question, mais vous connaissez le mien. Moi je préférerais une saison entre 16 et 20 Grands Prix, même idéalement disons 18-19, ce serait pas mal. Là il y a tellement de Grands Prix que honnêtement, je dois être honnête avec vous, pourtant je regarde toutes les courses, je les commente quasiment toutes en direct sur cette chaîne, mais je me souviens pas de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est catastrophique, on est dans la saison 2022 et je suis capable à peine de sortir tous les vainqueurs et pas capable de sortir tous les podiums. C'est quand même compliqué et ça prouve pour moi qu'il y a trop de courses. Clairement, on n'a pas le temps d'être marqué parce qu'on n'a pas le temps d'attendre un Grand Prix. Là, quand la F1 est revenue à Spa, on s'est régalé, on était trop content de revoir des voitures. Quand elle va revenir à Singapour, on va se régaler, c'est certain. Mais pour des questions financières, bien évidemment, là-dessus, ça ne bouge pas. Et bien, la F1 essaye de créer un maximum de Grands Prix. Ce qui n'est pas forcément pour me plaire, en tout cas si je dois donner mon avis personnel. Et en plus, quand on voit les destinations qu'il y a, ça a été confirmé, pas de Grand Prix de France pour cette saison 2023, mais à la place, 3 nouveaux Grands Prix, ou plutôt 2 revenants, la Chine qui est de retour au calendrier en théorie, parce que si la situation sanitaire ne le permet pas, on aura une pause d'1 mois au milieu d'un calendrier surchargé pour les équipes, pour les organismes, enfin bref, c'est très compliqué. On a également le Qatar qui revient, on avait parlé un temps d'avoir un nouveau circuit construit pour, je vous le rappelle, le Qatar qui va accueillir la F1 pendant 10 ans, donc j'espère que vous aimez ce pays parce qu'on va y retourner pendant un bon moment. Et également l'arrivée de Las Vegas, ça c'était prévu, ça a été confirmé, la course sera bien le samedi soir, départ dimanche 7h heure française, donc bon là-dessus poursuivre pour nous c'est pas si mal. Mais on sera pas vraiment dans l'ambiance Las Vegas, quoi. Écoutez, on essaiera de suivre ça comme on pourra. La bonne nouvelle, c'est malgré tout qu'il y a quelques historiques qui ont pu être conservés. Monaco, qui a d'ailleurs été renouvelé jusqu'en 2025 au calendrier de la Formule 1. Donc ça, c'était un essentiel, c'est une très bonne chose. Spa-Francorchamps également, mais qui n'a été renouvelé que pour une seule année, comme on s'en doutait, peut-être en attendant l'arrivée de l'Afrique du Sud. Donc la situation sera toujours préoccupante l'année prochaine, mais on aura Spa déjà en 2023. C'est une première bonne chose. Après, comme d'habitude, la F1 fait les choses en ne pensant qu'à elle, et donc elle a décidé de décaler Spa-Francorchamps avant les vacances, donc fin juillet, à la date où étaient programmées les 24 heures de Spa sur le même circuit, donc où il y aura le Grand Prix de Formule 1, ce qui va forcer le GT à déplacer cette manche. Voilà, la F1 n'en fait qu'à sa tête, c'est très très égoïste comme comportement. Écoutez, déjà on a Spa au calendrier, on va pas non plus commencer à se plaindre, attendez, ce serait quand même assez culotté de notre part, j'imagine. Mais voilà, ce calendrier, il y a beaucoup de choses qui m'énervent et vous allez voir que c'est pas terminé. Pour le détailler tout de même très rapidement, donc l'ouverture comme prévu à Bahreïn pour la 3e année de suite, la saison commencera sur le circuit de Sakhir. On ira ensuite à Jeddah, donc comme cette année, les 3 premiers Grands Prix avec derrière l'Australie, la Chine qui, je vous le disais, va peut-être sauter, on sait pas, on attend de voir. Derrière, la tournée européenne avec bien sûr les allers-retours Azerbaïdjan, Miami, Imola, avec à chaque fois une seule semaine de décalage entre les deux. Donc pour les équipes, c'est parfait, ils verront pas leur famille. Pour également l'écologie, c'est parfait puisqu'on va faire un aller-retour aux États-Unis pour derrière revenir en Europe. Mais ne vous inquiétez pas, l'écologie, on n'a pas fini d'en parler puisque derrière, on va revenir juste un petit mois plus tard et on va refaire un aller-retour Espagne, Canada, Autriche. Voilà, pour un sport qui vise la neutralité carbone en 2030 et qui a dit qu'il essayerait de faire un calendrier plus cohérent, on va pour l'instant pas dans la bonne voie puisque tout simplement rien n'a changé. La saison européenne, la partie européenne est toujours entrecoupée de manches en Amérique.
qui on sait pas trop ce qu'elles font là, et d'ailleurs s'il y a une manche à Miami et une manche au Canada un mois plus tard, on pourrait peut-être en termes de logique essayer de rapprocher l'une et l'autre, mais non écoutez, on continue de privilégier l'argent et tous les autres facteurs comme d'habitude. C'est triste hein, mais voilà écoutez, on continue quand même d'avoir un calendrier avec quelques épreuves auxquelles on tient, voilà la Belgique, Monza, Singapour sont toujours là, ça c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. La fin de saison derrière pareil, hein, on va aller au Qatar pour ensuite aller faire la tournée américaine, États-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, et derrière la dernière semaine, là aussi c'est magnifique, une semaine d'écart entre le Grand Prix de Las Vegas et d'Abu Dhabi, donc pour faire, je crois que c'est 16 heures d'avion si je dis pas de bêtises. Donc voilà, écoutez, il y a beaucoup de points sur lesquels la F1 peut s'améliorer. À noter également que ce calendrier, il a été publié donc par la FIA avant qu'il ait été soumis aux équipes, alors qu'en théorie, les écuries doivent valider le calendrier, et notamment l'enchaînement des courses. C'était pour le triple header de la fin de l'année, États-Unis, Mexique, Brésil, que les écuries devaient valider. La F1 d'ailleurs aussi devait valider, mais non, la FIA a choisi de publier ce calendrier, donc la F1 a dû réagir en express, a publié le sien 2 heures après. Voilà, comme d'habitude, c'est très compliqué. Quand il faut prendre des décisions politiques dans le sport et surtout en Formule 1, justement, l'aspect sportif est quand même assez rarement privilégié. Petite note d'humour hein, tout de même pour terminer sur ce calendrier. Je sais pas si vous vous souvenez du format des F1 Sprint qui avait été introduit en 2021, je crois que c'était l'année dernière. On en a eu 2 cette année d'ailleurs, il doit y en avoir un 3e même au Brésil, tout le monde avait oublié. Bah écoutez, en tout cas ils sont pas présents sur le calendrier, aucune mention. J'imagine qu'on nous en reparlera plus tard quand la FIA aura décidé quelque chose d'autre. Enfin bon, voilà, encore des petites imprécisions à régler, mais c'est pas grand chose, ce ne sont que des questions d'argent comme d'habitude. Bon, j'ai été très salé, vous vous doutez bien qu'il y a aussi un petit peu d'ironie, mais voilà, on aimerait bien que les choses évoluent dans une certaine direction, et la F1 va exactement à l'inverse de ce que demandent les fans. Voilà, on aimerait un calendrier qui soit cohérent en termes de planification écologique, où on aimerait voilà regrouper les manches en Amérique, les manches en Océanie, les manches au Moyen-Orient, les manches en Europe. Il n'y a pas encore de manches en Afrique, mais ça va arriver. Et derrière, on aimerait aussi un calendrier qui soit cohérent sportivement, avec moins de courses, des circuits plus historiques, des circuits que les fans aiment. Mais bon, écoutez, comme dans beaucoup trop de domaines aujourd'hui, l'argent, on l'a bien compris, a pris le dessus. Et malheureusement, c'est ainsi que la FIA construit son calendrier aujourd'hui, parce que voilà, il faut être honnête. Si la France, par exemple, n'est plus au calendrier de ce championnat du monde de Formule 1, eh bien c'est tout simplement parce qu'on ne rapporte pas assez d'argent. Donc voilà, c'est triste, mais c'est ainsi, c'est la dure réalité du calendrier de F1 2023. On en a beaucoup parlé cette année, voilà, avec de l'espoir à certains moments. On espérait que ça aille mieux, qu'on ait un calendrier qui nous fasse plus rêver, mais on continue d'avancer dans la même direction qui ne plaît pas du tout aux fans. Ça a été extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce calendrier, je suis tout à fait curieux de savoir ce que vous en pensez, et notamment si vous défendez ce calendrier. Mais écoutez, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à améliorer en Formule 1. Le sport est loin d'être parfait. Je vous propose malgré tout de regarder le reste des actualités F1 de la semaine, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs sympas. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine, et on va retrouver un petit peu le smile avec le thème qui nous a mis le sourire tout l'été, le mercato de Formule 1 qui continue. Ça a été confirmé, bon c'est pas une grosse officialisation, on s'en doutait, mais Yuki Tsunoda sera toujours pilote AlphaTauri en 2023. On lui donne une 3e chance, il y a un petit peu de sursis, il n'y a pas beaucoup de pilotes chez Toro Rosso qui ont eu 3 chances, enfin chez Toro Rosso AlphaTauri. Mais en tout cas, clairement, pour Yuki Tsunoda, ça va être l'année ou jamais pour faire ses preuves, parce que sinon, il risque d'être assez rapidement écarté de la filière, au profit notamment d'un Isaac Hadjar qui devrait monter en F2 l'année prochaine, pourquoi pas même d'un Liam Lawson s'il venait à se révéler dès 2023, ou encore Denis Sauger et compagnie. Enfin bref, il y a pas mal de pilotes qui lorgnent sur le baquet AlphaTauri et qui font partie de l'académie de jeunes pilotes Red Bull. Mais la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est surtout qui sera en 2023 aux côtés de Yuki Tsunoda si jamais Pierre Gasly venait à partir chez Alpine, parce que Gasly en théorie a son contrat chez AlphaTauri, mais il semble quand même qu'il soit l'option privilégiée de l'écurie française. Alors AlphaTauri a dû abandonner la piste Colton Herta qui n'aura pas sa super licence, c'est terminé, pas de Colton Herta en Formule 1 en 2023.
Et donc la solution de repli, eh bien, elle a émergé assez naturellement avec le Grand Prix d'Italie, un pilote qui a réalisé là-bas une excellente performance, un certain Nyck de Vries, qui est passé de « je n'arrive pas à me faire une place en Formule 1 depuis 4 ans » à « je me retrouve avec quasiment 3 équipes qui veulent de moi ». En tout cas, on sait que c'est potentiellement une option pour Alpine, c'est une option maintenant, on le sait, pour AlphaTauri, et c'est également une bonne option pour Williams. Il a presque un choix de luxe, le jeune Nyck de Vries, enfin jeune, il est plus si jeune que ça, il a plus vraiment l'âge des jeunes qui arrivent en Formule 1, il a 26 ans, mais en tout cas pour Nyck de Vries, ce serait très intéressant de le voir en Formule 1 sur une saison complète. Il a montré qu'il mérite d'avoir sa chance et de faire ses preuves sur vraiment l'entièreté d'un championnat. On verra si ce sera en 2023 et surtout où ce sera, est-ce qu'il sera aux côtés de Yuki Tsunoda. L'équipe a même été beaucoup plus affirmative sur ce sujet. Ils affirmaient donc que Pierre Gasly serait chez Alpine l'année prochaine et que Nyck de Vries prendrait sa place. En tout cas, il y a eu de très grosses rumeurs et quand même, l'équipe c'est un gros média, donc c'est une information qui nous donne. On verra si ça se confirme, mais ça pourrait être très intéressant en 2023. En tout cas, moi, Nyck de Vries chez AlphaTauri et Pierre Gasly chez Alpine, ça m'intéresserait vraiment, j'aurais hâte de voir. En un mot, avec la signature d'Oscar Piastri chez McLaren et un petit peu le fait en tout cas que ça ait fait échouer le programme de développement d'Alpine de jeunes pilotes, eh bien Laurent Rossi réfléchirait même à fermer l'académie de jeunes pilotes suite entre guillemets au coup dans le dos que leur a mis Oscar Piastri, en tout cas suite au fait qu'ils l'ont formé et que la finalité c'est qu'il ne sera jamais probablement dans l'écurie mère en Formule 1 et ça pourrait avoir de très grosses conséquences sur l'avenir des jeunes pilotes alpines. Bon, on imagine qu'ils n'abandonneraient pas tout du jour au lendemain, mais en tout cas sur le long terme, ça serait très intéressant à surveiller. Et puis enfin, un dernier petit mot de mercato, puisqu'on parlait des baquets avec Yuki Tsunoda qui étaient à peu près assurés mais pas encore confirmés. On attend toujours la confirmation de Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo en 2023. A priori, il devrait rester au sein de l'écurie italo-suisse. Même si Théo Pourchaire est toujours en embuscade, ça semble être un peu trop juste pour le français. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, malgré tout, on va continuer d'attendre. Lui estime qu'il a prouvé suffisamment pour mériter une deuxième année en Formule 1, mais ce sera quand même assez intéressant de surveiller la décision prise par Fred Vasseur. Est-ce que l'annonce pourrait avoir lieu mardi prochain? En tout cas, Alfa Romeo a teasé une annonce à venir sur ses réseaux sociaux mardi 27 septembre 2022, mardi prochain tout simplement. Il y aura une annonce qui sera faite par l'écurie italo-suisse. Est-ce que ce serait le futur partenariat avec Audi? Ou alors l'officialisation de Guan Yu Zhou? C'est les deux pistes principales qu'on a pour le moment. En tout cas, on surveillera avec attention cette annonce. Voilà pour les news. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. La semaine prochaine, nous serons à Singapour, circuit incroyable en Formule 1 qui est pourtant arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, première édition en 2008, mais qui a déjà fait sa place au calendrier de la Formule 1 et on a hâte de le retrouver pour la première édition depuis 2019. Course qui avait été à l'époque la dernière victoire en date de Sébastien Vettel, le lion de Singapour, celui qui détient 5 victoires sur le tracé urbain, le premier tracé urbain à avoir été couru de nuit, la première course de nuit même en général dans l'histoire de la Formule 1. Il y a de très nombreuses histoires autour de Singapour, mais vu qu'en ce moment on parle beaucoup de la domination de Max Verstappen et que je suis fan de Sébastien Vettel et que j'ai besoin de rétablir une certaine justice, j'avais envie de vous parler de l'édition 2013 du Grand Prix de Singapour où Sébastien Vettel allait signer sa 3e victoire consécutive à la fois à Singapour mais aussi sa 3e victoire consécutive cette saison-là. Vettel vient de s'imposer en Belgique puis en Italie où il a été sifflé, on n'en peut plus, il est triple champion du monde en titre. Ce petit jeune arrogant ne fait que de gagner Grand Prix sur Grand Prix et il est le favori à l'arrivée à Singapour. Il arrive tranquillement dans ce week-end, se met en jambe petit à petit, 3e de la première séance d'essai libre, 1er de la deuxième, 1er de la troisième. Quand vient le moment des qualifications où Sébastien Vettel Prime Edition va rentrer en action. Il arrive même en retard aux qualifications. La séance a déjà commencé, qu'on le voit en train de marcher dans le paddock, les écouteurs sur les oreilles, le casque sur les oreilles. Il se prépare mentalement à faire quelque chose de très grand. Il arrive donc un petit peu en retard, il faut se mettre en jambe là aussi tranquillement. La première séance passe sans souci. En Q2, il est le premier à descendre sous la minute 43, meilleur temps, et en Q3, il réalise un premier tour qui est suffisant pour la pole position au point où il descend de sa monoplace et suit le reste des qualifications depuis son garage.
où il y a un petit côté arrogant, où il n'avait même pas besoin d'un deuxième tour pour signer la pole position. Il s'élance donc en pole et le lendemain, c'est une démonstration. À la fin du premier tour, il a déjà plus de 2 secondes d'avance. La voiture de sécurité réduit son avantage à néant au 25e tour après le crash de Ricciardo. Elle s'efface au début du 31e tour et après seulement 5 tours, Vettel s'est déjà reconstruit une avance de 11 secondes sur son plus proche concurrent. Il terminera le Grand Prix avec plus de 30 secondes d'avance sur le pilote le plus proche de lui, le deuxième de ce Grand Prix qui était Fernando Alonso, son éternel rival. Mais dire que l'Espagnol a été impuissant ce week-end-là comme toute cette saison 2013, clairement ce serait un euphémisme. Vettel s'impose avec la pole position, la victoire, le meilleur tour, tous les tours menés, c'est ce qu'on appelle un grand chelem. Sa domination est exceptionnelle, pas seulement sur ce Grand Prix, mais sur toute la fin de saison, puisqu'à partir du moment où on est revenu de la trêve estivale à Spa-Francorchamps, sur la fin de saison 2013, Sébastien Vettel ne va laisser passer aucune victoire, 9 victoires consécutives. C'était absolument incroyable, il était invincible, il faisait corps avec sa machine, son écurie était parfaite, les stratégies étaient gérées nickel. Honnêtement, c'était clairement l'un des primes et l'un des sommets de carrière les plus impressionnants dans l'histoire de la Formule 1. Pour se rappeler des bons souvenirs à seulement 2 mois de la fin de carrière de mon pilote préféré, et je sais que je ne suis pas le seul, en cette période de domination de Max Verstappen qui justement essaye d'aller titiller les records de Sébastien Vettel, là il est en lice pour potentiellement une 6e victoire consécutive, on peut se rappeler un petit peu du bon vieux temps. Hey, wake your ass up, let's go, it's race time. Le programme de ce week-end et même de cette semaine, puisque je vous le rappelle, il n'y a pas de Formule 1 suite à l'annulation en début d'année du Grand Prix de Russie. On a une pause de 3 semaines entre Monza et Singapour. Singapour, c'est déjà le week-end prochain, ça va revenir très vite. En attendant, vous pouvez quand même suivre de la MotoGP. Le Grand Prix du Japon dimanche à 8h sur Canal+. On aura ensuite en termes de Formule 1 l'annonce d'Alfa Romeo Sauber dès mardi. Et on va au-delà de la Formule 1 très exceptionnellement, mais dimanche, si vous êtes réveillé à 7h du matin, en gros, ça devrait arriver un petit peu après 8h. Il y a les championnats du monde de cyclisme en Australie, et ça va être de la régalade. Je vous invite à regarder. Voilà, c'était pour le petit bonus. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme d'habitude, c'est le meilleur moyen que vous pouvez apporter. Activez les notifications pour être informé des prochains épisodes et des prochains lives. On va vite se retrouver, notamment pour le Grand Prix de Singapour. Vraiment hâte de retrouver la Formule 1. D'ici là, eh bien, écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!